Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial décor. Aujourd'hui on va monter un bâtiment en ruine, bon principalement pour Mordheim, mais ça servira aussi pour tous les jeux d'escarmouches médiévaux qui peuvent se passer dans une cité en ruine, comme par exemple Frostgrave ou Ranger of the Shadow Deep. Donc là on a un bâtiment que j'ai construit justement il y a quelques temps. Alors, il est trop gros là pour le prendre à la caméra ici, mais je vais vous montrer des images de ce à quoi il ressemble. Et j'ai eu plein de super retours sur ce bâtiment, donc ça me fait très plaisir. On m'a beaucoup posé de questions dessus sur les cotes, les matériaux utilisés, etc. Donc voici le tutoriel pour assembler ce genre de bâtiment. Alors déjà, je vous dis tout de suite, tout ce qui va être la partie plancher a déjà été abordé dans un autre tutoriel, donc je vous invite à aller le voir. Donc il y a un moment où en fait je vais juste poser le plancher dans le décor, mais je ne vais pas expliquer comment le faire puisqu'il y a un tutoriel qui est entièrement dédié à ça. Donc, pour la construction du bâtiment, on m'a posé la question sur les cotes et sur les matériaux utilisés. Alors, pour les matériaux, on va partir de carton plume. Donc, c'est deux épaisseurs de carton fin qui recouvrent une tranche de mousse de polystyrène. Donc là, on est sur du carton plume de 5 mm d'épaisseur. Moi, c'est une taille que j'aime bien utiliser. Et pour les cotes, en fait, je me suis fabriqué des petites cotes, voilà, comme ça, qui me permet de tracer mes bâtiments plus rapidement et d'avoir toujours à peu près les mêmes tailles. Donc là, on va partir sur un bâtiment qui fait 6 cm de haut. Alors j'ai choisi cette taille tout simplement parce que c'est la taille des étages des bâtiments TT Combat. Comme j'ai déjà pas mal de bâtiments TT Combat qui sont en MDF tout fait, que j'ai customisé. Il y a des vidéos là-dessus aussi, vous pouvez aller voir. Je suis parti sur la même taille de bâtiment. Donc on va être sur du 6 cm de hauteur, 15 cm de long, sachant que la longueur va être très variable, hein, puisqu'on va faire des bâtiments en ruine, donc ils vont être brisés. Donc voilà, la longueur est très variable, mais ça va être 6 cm de haut. J'ai prédécoupé à différentes tailles, différents types de fenêtres. Donc on a la fenêtre carrée, la fenêtre triangulaire et la fenêtre en ogive, alors, un peu mieux faite voilà, de ce côté, tout simplement pour les avoir directement en rappel, pour que les fenêtres soient toujours positionnées à la bonne hauteur aussi sur mes bâtiments. Voilà, donc c'est des guides vraiment que je vais utiliser pour faire tous mes bâtiments. J'ai aussi des guides pour les toitures, donc là on va en utiliser un justement pendant ce tutoriel, et j'ai des guides évidemment pour les portes, voilà, différents types de portes. Donc pareil, donc ça c'est très utile si vous comptez faire beaucoup de bâtiments. Ouais, faites-vous des guides, ça prend un petit peu de temps au début, mais en fait ça va vous aider vraiment beaucoup par la suite. Voilà, donc j'ai mes petits guides, et j'ai déjà prédécoupé du coup mes murs. Donc là on a un mur de 15 cm par 6, là on a une toiture de 15 cm par 6, donc ça va être assemblé à peu près comme ça, voilà, angle droit. On va aussi voir comment faire la toiture du coup. Et j'ai fait là un autre mur en d'éperon, celui-là. Donc le d'éperon, c'est du polystyrène très fin, très tendre. C'est quelque chose, vous voyez, donc on l'a là, c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir graver au stylo bic. Voilà. Donc ça va être très intéressant pour travailler des textures, pour sculpter un petit peu notre environnement. Donc par exemple, une chose là qu'on va sculpter, ça va être de faire des briques. Voilà, des pierres apparentes comme ça. Faire des moellons. Et ça va être super facile, super simple à faire grâce à ce matériau. Donc on va bien s'amuser. Donc tout le rez-de-chaussée du bâtiment va être fait en d'éperon. Alors c'est du d'éperon de 3 mm. Donc là, j'ai découpé une bande de 6 par 15 comme mon guide. Et j'ai collé deux épaisseurs ensemble à la colle à bois. Et maintenant, on va graver dedans en fait les pierres, les choses comme ça. Et bien, on va tout de suite commencer par cette partie. Donc là, je vais utiliser mon guide pour la porte. Alors j'ai raccourci la hauteur, puisque ça va être le rez-de-chaussée qui va être en pierre. Je vais faire un petit peu plus bas pour faire une petite avancée du bâtiment. On verra ça par la suite. Alors, ce tutoriel va être un poil plus complexe que le bâtiment que je vous ai montré au début de la vidéo, pour pouvoir vous montrer tout simplement plusieurs techniques qui vont être utiles pour fabriquer des bâtiments, selon le rendu du bâtiment que vous cherchez. Donc là, je vais utiliser mon guide pour faire une porte. On va faire par ici la porte. Hop.
Ça me permet d'avoir une porte qui est bien centrée, qui est bien à la bonne place, donc c'est très intéressant. Et est-ce qu'on rajoute une fenêtre? Ça risque de faire peut-être un peu... Voici. On va faire une petite fenêtre sur le côté de la porte. Donc là, c'est une fenêtre en ogive que je vais faire. Voilà. Donc on sait que ça, ce sera évidé par la suite. On va dire que mon angle de mur va être de ce côté, donc je garde bien ça en mémoire quand je vais fabriquer mes choses. Et on va tout de suite évider en fait les parties dont on n'aura pas besoin. Donc la porte. Alors la porte, je vais faire un petit truc, comme j'ai abaissé la hauteur, je vais aussi abaisser, j'ai abaissé la hauteur du mur, je vais aussi abaisser la hauteur de la porte. Ce sera plus facile. C'est une porte qui va être un peu basse, qui va très bien aller pour effectivement un mur en pierre. Donc là, on va avoir un rez-de-chaussée qui va être tout en pierre, en petits moellons, et les étages qui vont être plus en colombage. Hop là. Petit dégât, c'est pas très grave. Tac. Et pareil pour la fenêtre, on va l'éviter. Et là, je vais tout de suite couper pour évider le carré de la fenêtre. Et ensuite, je vais revenir faire mon arc de cercle, qui est un petit peu plus difficile que le reste. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire en fait les briques principales. Donc, on va avoir des grosses briques sur les bords de la porte. Voilà, donc je vais dessiner comme ça hein, toutes les petites briques. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, à rechercher des images comme ça de portes médiévales. On va faire une grosse pierre de haute porte. Voilà, et pareil là pour ici. Pour la fenêtre, on va venir faire une sorte de margelle. Qui serait une grosse pierre plate posée à la base de la fenêtre. Et puis on va faire des petites pierres comme ça, arrondies tout autour de la fenêtre. Alors je fais ça tant que, avant d'assembler
les murs, hein, parce que si j'assemble les murs, ce sera beaucoup plus galère à dessiner dessus. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir faire... Alors on va faire des grosses pierres sur le bas de... on va se servir de la margelle en fait. Voilà, on va faire comme si c'était des gros blocs, vraiment. Hop. On va faire des... Voilà, et maintenant, on va juste venir compléter en fait en faisant des petites pierres rondes. Compléter ce qui est déjà là. On va vraiment arrondir les angles, hein, comme on dit. Et ça, ce qui est chouette, c'est que ça vous donne une bonne texture, intéressante, qui va être très facile à peindre en plus, et qui va avoir un rendu saisissant sur la table. C'est vraiment le genre de... Je trouve ça reposant en plus de dessiner comme ça des petits cailloux directement dans le polystyrène et de le sentir se graver comme ça. C'est vraiment agréable. Voilà, donc c'est très sympa au niveau de la texture, on va regarder. Et ça c'est légèrement écrasé sur les bords, un petit peu bombé, donc là ça va être super sympa ça en peinture. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a gravé toutes les pierres, et du coup j'en ai profité ensuite pour arracher en suivant le fil de la pierre, donc ça va me permettre d'avoir le petit côté en ruine. Bien évidemment, il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va apporter un petit peu d'usure avec la boule de papier alu. Donc ça, si vous suivez déjà les tutos qu'il y a sur la chaîne, pour un précédent décor fait en briques de polystyrène, j'utilisais déjà la boule de papier alu. Ça permet en fait d'imprimer comme ça de la texture sur le polystyrène. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet vraiment de vieillir, d'éviter d'avoir un côté trop lisse sur ce genre d'outil. Voilà, donc je vais comme ça l'appuyer, surtout sur les grosses pierres. Je ne vais pas trop faire les petites, mais surtout sur les grosses, pour apporter un petit peu d'aspérité. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins régulier. Donc là, ce mur est terminé pour cette face. On va faire la face arrière. Ensuite, on aura le deuxième mur à faire de la même façon, qu'on va pouvoir en coller côte à côte. Voilà les murs une fois gravés, donc on les a gravés recto et verso, bien évidemment, il faut faire les deux côtés, en essayant d'avoir des moellons plus gros sur le bas du bâtiment et sur les bords, les coins en fait, qui vont jointer. Donc maintenant je vais juste appliquer de la colle à bois, donc c'est la colle à bois toute simple achetée en magasin de bricolage, c'est très utile pour la fabrication de décors, je vous conseille d'en avoir un gros pot chez vous. Et je vais coller les deux parties en fait, afin de créer un angle droit qui va être l'angle de mon mur. Comme les deux extrémités sont en ruine, je vais avoir juste un décor d'angle de mur, mais si j'avais plusieurs murs, ou si je veux faire un bâtiment entier par exemple, je vais assembler comme ça tous mes murs à ce moment-là. Ensuite, je vais prendre du carton de calendrier ou n'importe quel carton épais qui est suffisamment dur et surtout qui va être suffisamment rigide pour pas se gondoler quand je vais passer la colle, hein, parce que la colle va être humide, donc si vous avez un carton qui est un peu fin ou un peu tendre, il risque de se gondoler au contact de la colle. Je vais utiliser un cutter avec une lame neuve, il faut que ce soit très bien aiguisé. Alors contrairement à ce qu'on croit, plus un cutter est aiguisé, moins vous avez de chances de vous couper, tout simplement parce que vous allez moins forcer sur la lame pour pouvoir couper correctement et ça évite les accidents. Donc là, on va biseauter en fait le bord du socle, tout simplement en mettant la lame de travers à peu près à 45 degrés et en faisant le tour de mon socle. Je fais une forme un petit peu arrondie en gardant une partie à angle droit. Maintenant que mon socle est prêt, je vais venir coller mon angle de mur qui a eu le temps de sécher pendant ce temps. Alors, quand j'utilise la colle à bois comme ça, il faut bien compter une demi-heure, 1 heure de temps de séchage définitif. Mais là, effectivement, comme c'était pas tout à fait prêt,
le fait de l'encoller sur le socle va pouvoir aider en fait à garder les parties ensemble pour faire l'angle droit. Et en plus, je me suis rendu compte que mon angle n'était pas très bien fait, donc là, ça me permet de le refaire correctement. Ensuite, je vais redécouper des petits rectangles directement au ciseau dans le d'éperon. Ça va me servir à faire des grosses pierres de taille qui vont ensuite être collées sur les angles de mon mur. Je vais casser les angles de ces petits rectangles pour avoir une forme un petit peu plus arrondie, un petit peu plus usée. Et ensuite, je vais les passer sur un très léger papier abrasif pour adoucir comme ça l'angle. On va arrondir les angles, on va dire. Hein. Donc ensuite, je vais encoller mon angle de mur, tout simplement, pour venir mettre ces pierres de taille. Donc je vais mettre des pierres de taille horizontales à la base de mon mur, et ensuite je vais mettre plutôt verticales, plutôt des petites, pour faire tout le long du mur. Alors c'est une astuce comme une autre, on peut utiliser de plein de façons, on peut aussi faire des pierres de taille comme ça sur les fenêtres, voilà, les rebords de fenêtres, autour des portes ou des choses comme ça. Ce que j'ai gravé dans les parties précédentes, je peux le faire en pierre de taille collée par-dessus si je veux donner un peu plus de volume à ma maison. Là, je vais encoller tout simplement le coin et mettre les pierres de taille de chaque côté. Ça va me permettre de masquer cette tranche, en fait, qui n'est pas très jolie, hein, la tranche de mon d'éperon, qui n'est pas gravée, qui n'est pas sculptée. Alors là, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos un peu ma façon de procéder pour tout ce qui va être soclage en dalle. Donc en fait, j'ai un rouleau de texture de chez Green Stuff World, et je vais utiliser du Plastirock. Donc le Plastirock, c'est une pâte à modeler type argile qui va sécher à l'air libre. Vous trouvez ça en magasin d'art, boutique, loisirs créatifs, etc. C'est vraiment pas cher, ça coûte dans les 3 € le pain de 500 grammes, donc il y a vraiment de quoi faire. Et je me fais des feuilles d'avance, donc j'aplatis ma surface, je roule mon rouleau de texture qui va imprimer la forme. Là en l'occurrence c'est du dallage, tout simplement. Voilà, celui-là s'appelle Cobblestone, ce rouleau. Et je me fais des feuilles comme ça d'avance, parce qu'après il me suffit de casser le Plastirock sec pour pouvoir faire mes socles, faire mes décors, etc. Donc là je vais prendre une feuille de Plastirock, je vais la couper à angle droit pour la mettre à l'intérieur du bâtiment. Je vais aussi casser des petits morceaux, je vais casser le long justement de ces pavés de cobblestone pour que ça ait l'air un peu plus réaliste, et je vais casser des petits morceaux que je vais venir mettre à l'extérieur ou à d'autres endroits comme ça à l'intérieur de mon bâtiment, hein, pour faire de la variété. Je recouvre intégralement mon socle de colle à bois et je vais tout simplement coller ce sol à la colle à bois, coller les petits ingrédients, etc. Et ensuite, tout le reste, ça va être recouvert de sable. Donc ça va pouvoir montrer des pavés qui sont abîmés, des pavés qui sont cassés. Voilà, faut pas oublier qu'on est dans une ville en ruine, donc des sols un peu affaissés, recouverts de poussière, de gravats, etc. Pour la porte d'entrée, je vais en profiter pour faire en fait une grosse pierre de taille, voilà, un petit perron, quoi, en fait, comme ça, avec des grosses pierres, toujours en d'éperon, hein, les rectangles de d'éperon que j'ai découpés. Donc là, je vais en mettre deux pour que ce soit à bonne taille. Vous pouvez en mettre une seule grosse, vous pouvez en mettre plusieurs petites, enfin, c'est à vous de voir. On peut aussi s'amuser à faire un petit chemin qui partirait de la porte d'entrée, voilà, des petites dalles comme ça, un petit peu différentes de l'intérieur du dallage. Ouais, c'est à vous de voir. On peut vraiment inventer plein de choses, plein de façons de faire, et surtout d'une maison à l'autre. Si vous faites plusieurs maisons pour faire une ville en entier, vous pouvez faire plein de choses différentes. C'est vraiment super intéressant. Là, je vais revenir avec la colle à bois et je vais en remettre un petit peu sur mon sol en cobblestone, en fait, notamment sur toute la partie cassée, toute la jonction entre ce qui va être en cobblestone et ce qui va être en sable. Je vais aussi venir faire des taches avec mon pinceau sur le dallage directement pour faire des petits tas de sable, de poussière, de gravats, comme ça, à différents endroits du décor. Donc pour le sable, je vais utiliser du sable décoratif trouvé en magasin de bricolage. Pareil, on peut trouver ça, hein, tout ce qui va être rayon, ces rayons avec les vases décoratifs, les trucs comme ça. C'est souvent du sable coloré qui est utilisé pour faire des vases ou des ensembles floraux. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne granulométrie. Effectivement, l'idéal, c'est si vous avez accès à une rivière, par exemple, ou si vous avez accès à des sacs de sable pour le béton, voilà, dans le bâtiment ou quoi, c'est de récupérer une grosse quantité de sable et de le tamiser vous-même pour avoir vos différentes granulométries. Mais sinon, effectivement, si vous habitez en centre-ville, vous n'avez pas accès au lit d'une rivière ou à une plage ou n'importe quoi pour ramasser du sable comme ça,
magasin de bricolage, magasin de loisirs créatifs, trucs de déco, vous allez trouver des sables colorés, ce qui peut être très sympa, notamment quand vous avez un sable, moi j'ai choisi un brun foncé là en l'occurrence, qui va être un sable du coup que je vais pouvoir, même sans le peindre, je vais pouvoir le travailler très rapidement. Ensuite on va passer à l'élévation de l'étage, donc j'ai déjà mes murs qui sont découpés par rapport à mes gabarits. Donc on va faire un mur en triangle hein, pour avoir un toit. Et là je vais utiliser mes repères, mon guide, pour y graver les fenêtres. Donc je dessine directement avec mon guide mes fenêtres, que je vais ensuite découper et évider au scalpel. Et ensuite je vais casser des bords de mur, donc par rapport à l'angle que je vais donner. Hein. Encore une fois, là je pars sur un décor assez simple, donc c'est juste un angle droit. Et donc je vais casser comme ça une partie du mur, je vais couper grossièrement au scalpel et après je peux revenir travailler un petit peu la façon dont c'est cassé. Voilà. Alors là vous voyez que je suis en train de retirer une couche de carton du carton plume. C'est pas du tout indispensable, mais ça permet d'avoir quelque chose, d'avoir une texture qui est un peu différente. Ça va être un petit peu moins solide, mais vu les étapes qu'on va faire par la suite, c'est pas très grave. Là sur le petit mur, je vais découper, alors j'aime beaucoup faire ça, découper au niveau d'une fenêtre. Donc comme ça on garde un petit peu le cadre de la fenêtre qui va être abîmé, ça va être super sympa par la suite quand on va poser les colombages. Mais ça fait quand même quelque chose d'écroulé et tout, donc moi j'aime bien casser comme ça, faire une ruine au niveau, un écroulement vraiment au niveau de la fenêtre. Et ensuite, comme avec le rez-de-chaussée, je vais encoller les deux parties à angle droit pour avoir mon mur, enfin le bâtiment qui tienne vraiment. Ensuite, on va faire le sol de l'étage, hein, parce que si on fait un étage, il faut bien que les figurines puissent s'y installer. Donc là, je vais prendre une chute de carton dur, tout simplement, que je vais couper à angle droit. Enfin, en fait, c'est le coin d'une plaque, donc elle est déjà à angle droit, j'ai juste coupé vite fait en triangle. Ça va me servir de base, que je vais donc encoller sur le bas de mon bâtiment. Pour ce qui est du plancher, j'ai déjà fait un tutoriel pour vous expliquer comment le faire. Donc on va soit le faire avec des planchettes de balsa ou des petits bouts de bois, des choses comme ça, gravés, usés, abîmés, qu'on va assembler les uns aux autres. Soit on va le faire avec du dépron. Donc là j'ai préféré utiliser le dépron, vu que je vous ai déjà montré pour dans l'autre tutoriel la passerelle en bois, comment faire les planches, etc. Donc là je vais utiliser le dépron qui a servi justement d'exemple dans l'autre tutoriel. Et donc ça me fait un sol qui est déjà plus ou moins travaillé. Alors on va voir que comme mon triangle de carton est plus grand en fait que la partie de dépron que j'avais coupée, je vais retravailler quelques planches pour venir combler les trous, et je vais même me permettre d'utiliser quelques planchettes de balsa pour faire un petit peu de variété comme ça dans mon plancher. Une fois que tout ça est bien sec, on va le coller sur le rez-de-chaussée. Alors j'ai pris la décision de faire une légère avancée, donc en fait l'étage va être un peu plus avancé sur la rue que le rez-de-chaussée, ça va donner une petite ombre, comme effectivement j'ai fait un rez-de-chaussée plus bas que mon étage et que le reste de mes maisons, ça va vraiment donner un effet un peu encaissé comme ça à ce décor. Donc je vais encoller tout simplement le haut de mon rez-de-chaussée et venir placer mon décor. Donc je regarde bien par en bas, voir la partie qui dépasse. Si besoin, j'hésite pas à prendre des mesures pour qu'il y ait toujours la même distance qui dépasse de chaque côté de la maison. Le fait de créer une petite avancée comme ça et de ne pas avoir un mur droit et lisse, en fait ça va vous donner un petit côté justement un petit peu déglingué, un petit peu chaotique, un petit peu, comment dire, ça apporte beaucoup de cachet et c'est un petit peu ça qu'on recherche dans des décors médiévaux comme ça, avec ce genre de maison à colombage, etc. Donc ça c'est vraiment, faites une maison de temps en temps avec une avancée comme ça. Si jamais je fais pas d'avancée, en fait vous pouvez faire les étages d'un seul coup sur une seule surface de carton plutôt que de faire des étages et coller ensemble, ça va beaucoup plus vite. Alors maintenant je vais découper mes fermes en fait pour faire les colombages. Donc je vais tracer comme ça tous les demi-centimètres sur mon balsa que je vais ensuite venir couper. Donc ça va me faire plein de petites tiges de bois que je vais pouvoir utiliser pour les colombages. Je fais un petit paquet, j'en fais pas mal, hein, des colombages comme ça. Comme j'avais fait avec les planches de bois hein, dans le tutoriel précédent. Donc j'en fais plein, ça va être très utile pour la suite. Si vous en avez trop, soit vous les mettez de côté pour de futurs décors, soit on va les réutiliser en fait pour faire les débris par la suite pour habiller un petit peu cette maison. Donc,
On va attaquer maintenant la partie colombage. Donc pour les colombages, je vais commencer par faire les coins de la maison. Ça me permet, encore une fois, comme avec le rez-de-chaussée tout à l'heure et les pierres de taille, ça me permet de masquer l'épaisseur du matériau qui est entre les deux. Donc c'est plus facile de faire ça, de coller les deux murs, voilà, d'en avoir un sur l'épaisseur, enfin un sur la tranche, et ensuite de venir masquer ça, que de faire un coin à 45 degrés pour les coller parfaitement, etc. C'est plus simple, mais du coup si vous voulez pas faire cette étape de masquer la tranche, dans ce cas vous coupez vos coins à 45 degrés pour pouvoir les assembler l'un et l'autre et avoir parfaitement un coin à 90 degrés. Une fois que j'ai fait mes coins, je vais venir faire en fait tout le bas de l'étage, donc une grande baguette comme ça qui va me faire le bas de l'étage. Et ensuite je vais commencer à venir faire les verticales. Pour me faire des repères faciles, mes verticales, je vais commencer par faire tous les bords de fenêtres. Et ensuite, c'est un petit peu au bon vouloir, si vous avez envie d'en rajouter ou quoi. N'hésitez pas à observer des images de maisons alsaciennes. Alors, on a la chance d'être à Strasbourg, et effectivement, il y a beaucoup de maisons qui sont comme ça, donc on peut facilement aller voir à quoi ça ressemble, mais n'hésitez pas à faire des recherches. Et je le dis souvent, mais quand vous commencez un gros projet, n'hésitez pas à vous faire un album Pinterest pour avoir une bible graphique qui vous permettra d'y revenir par la suite, pour vous inspirer, pour garder des références, etc. Moi, je fais ça pour quasiment tous les gros projets que je fais désormais, et c'est vrai que c'est très pratique, ça permet de gagner énormément de temps, et ça permet de se ressourcer quand on se sent un petit peu perdu dans ce qu'on est en train de faire. Sur cette maison, je vais faire quelque chose de simple, avec que des verticales et des horizontales. Alors ce que je fais, c'est que j'ai taillé toutes mes verticales à la même taille, pour avoir une base, que après je vais venir recouper selon les endroits où je les utilise ou pas. Et pour mes horizontales, en fait, je viens les présenter directement et je viens les tailler. Ça va vous donner un côté un petit peu déglingué, justement, cette maison, qui est quelque chose qu'on va chercher pour ça. Si vous voulez faire une maison propre, prenez bien vos mesures, etc. Moi, quand je fais une maison en ruine, quand j'ai envie qu'il y ait un petit côté décadent comme ça, mes décors, je prends pas les mesures et en fait, je vais adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais venir prendre, je vais présenter un élément, je vais le couper à la bonne taille à cet endroit et l'insérer, forcer s'il faut, etc. Ça va vous donner quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu moins propre, des éléments qui ont travaillé, qui ont vécu les uns avec les autres. Enfin, regardez, sortez voir des maisons qui sont pas très entretenues, elles vont avoir des fermes comme ça qui vont un peu gondoler, qui vont déborder, qui vont s'abîmer, etc. Enfin voilà, donc je trouve que c'est une manière de le faire assez naturel, assez sympa, puis c'est assez ludique. Alors là, je vais venir mettre d'autres petites poutrelles de bois, en fait, donc toujours ces tiges que j'ai fait. Je les redécoupe à peu près à la même taille, et en fait, je vais les poser sous l'avancée de mon étage. Alors là, elles vont un petit peu dépasser, je reviendrai tout retailler à la fin, justement, pour garder ce côté un petit peu déglingué dont je vous parlais juste avant. Donc je vais en mettre de temps en temps à distance régulière, voilà, pour avoir vraiment ce côté charpente, en fait, qui dépasse du rez-de-chaussée. Alors, qui dit maison en ruine, dit forcément gravat. Ruine, voilà, des cailloux, des morceaux de murs tombés, etc. Donc pour ça, moi j'aime beaucoup utiliser du liège. Donc là, on va avoir un liège classique, là, le brun clair, que je vais effriter, casser avec les doigts. Ce liège brun foncé, c'est du liège expansé. Le liège expansé, c'est un liège qui est cuit, donc il y a des espèces de trucs de charbon dedans, enfin je ne saurais pas trop expliquer. Il s'émiette super bien en faisant des gros morceaux. Donc ça, pour faire des rochers, c'est top. C'est très tendre. Donc attention, par exemple, si vous faites un rocher sur lequel poser une figurine, c'est pas la meilleure matière qui soit, mais par contre, c'est hyper facile à émietter, donc pour faire des gravats, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais choisir les endroits où il va y avoir des gravats, donc forcément les extrémités de mes murs effondrés, c'est là qu'il va y avoir la plus grosse concentration de gravats. Donc je vais coller, je vais mettre beaucoup de colle à bois, comme ça étalé au pinceau, de manière un petit peu aléatoire, vaut mieux en avoir trop que pas assez à ce moment-là. Hein. Et je vais poser comme ça des morceaux de liège dedans, et après je vais faire tomber un petit peu en pluie comme ça du liège, du sable, des choses comme ça pour vraiment compléter. C'est le moment où vous pouvez rajouter des poutrelles en bois si vous en reste, des choses comme ça, chercher dans votre boîte à rabio si vous voulez mettre un crâne par-ci, un truc par-là. Voilà, c'est le moment de donner un petit peu d'histoire à votre bâtiment. Voilà, est-ce que les gravats c'est juste des rochers ?
Est-ce qu'il y a un pan de mur entier qui est resté à peu près intact? Est-ce qu'il y a du plancher qui est tombé? Voilà, posez-vous des questions sur la structure en fait du bâtiment et qu'est-ce qui est tombé dans ces gravats. Les gravats, est-ce que c'est des restes qui ont été poussés? Est-ce que c'est un effondrement? Voilà. Donc il y a plein de questions à se poser à ce moment-là qui permettent de raconter une histoire. Et ensuite, je vais revenir saupoudrer du sable dessus pour combler les petits trous. Et voilà. Et même, je vais même remettre un peu de colle sur certains gravats qui me semblent un peu gros ou qui n'ont pas la bonne forme. Et resaupoudrer du sable. Donc ça va faire vraiment des choses abîmées, esquintées. Alors pour bien donner un rendu cassé, détruit à mes pans de mur, tous les endroits que j'ai coupés qui représentent le mur écroulé, je vais venir remettre de la colle à bois. Et je vais saupoudrer du sable dessus. Ça va donner une texture qui va être vraiment super intéressante au moment de la peinture. Voilà, donc là, il y a mon bâtiment. J'ai enlevé le sable en surplus. Tout est bien sec. Donc vous voyez, il y a différentes zones de saleté, de gravat, de poussière, même sur le plancher. Vous verrez, ce sera très bien au moment de la peinture d'avoir des zones comme ça. Ça évite d'avoir un rendu trop uniforme. Et en fait, contrairement à des plateaux de présentation, des socles, des choses comme ça, où on va essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme pour mettre en valeur la figurine, là pour avoir un effet vraiment ruine, décadent, chaotique, il faut qu'il y ait beaucoup de choses visuellement, un espèce de scintillement d'éléments disparates. Ça va aider en fait à avoir une sensation de réalisme et une sensation comme ça de choses sales, poussiéreuses, etc. Là maintenant je vais revenir à la pince, en fait casser couper les bouts des poutres qui dépassent pour mettre bien tout d'aplomb. Et c'est le moment aussi où je travaille un peu les poutres qui se finissent cassées, hein, qui sont au niveau du mur effondré. Je les retravaille un petit peu à ce moment-là aussi. Alors maintenant je vais refaire encore des baguettes de bois dans du balsa. Là on va les faire assez longues. Pareil, on va être sur un demi-centimètre à peu près. Ça va me servir en fait pour faire la charpente. Et donc la charpente, je vais venir la coller le long de mon toit en triangle. Je vais venir coller des baguettes comme ça. À ce moment, il faut un petit peu jouer, jongler entre la colle à bois et la colle, la super glue. Donc colle à bois quand vous collez du côté du carton plume qui est en polystyrène. Et vous pouvez utiliser la super glue pour mettre balsa contre balsa. Mais surtout, mettez pas de super glue sur votre polystyrène, ça va le faire fondre. Voilà, donc je vais faire plusieurs rangées comme ça de baguettes pour ensuite venir créer mon toit en fait par-dessus. Alors je peux mettre à certains endroits des poutres de la charpente qui se seraient effondrées, qui sont à l'intérieur du coup du bâtiment, qui touchent le plancher, etc. Je vais m'amuser à en mettre quelques-uns comme ça donne un peu de dynamisme comme ça à cette baraque. Maintenant que la charpente est placée, il va falloir faire les tuiles. Donc pour les tuiles, je vais prendre du carton, donc là c'est une carton de boîte à gâteaux, boîte de céréales, choses comme ça. Et je découpe des longues bandes au ciseau. Et ensuite, je vais les couper pour faire des petits rectangles. Donc, je varie la taille de mes rectangles, pareil, pour avoir ce côté décadent, un peu déglingué. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus propre et de mieux, mieux construit, mieux entretenu, vous faites des choses qui ont toutes la même taille. Alors, par exemple, chez Green Stuff World, il y a un super outil qui est une perforatrice pour faire des tuiles. Ça, c'est absolument génial si vous voulez faire quelque chose de vraiment propre. Et ensuite, j'ai toutes mes petites tuiles, je vais venir encoller, toujours à la colle à bois, mes poutres de charpente, en commençant par le bas, et je pose des tuiles dessus, et ensuite je réencolle pour poser un étage par-dessus. Je fais ça étage par étage, je m'amuse à les mettre de travers, à temps en temps laisser un trou, je vais même en mettre sur le sol en dessous, pour montrer qu'il y a des tuiles qui sont tombées. Voilà, donc je vais faire tout le toit comme ça, c'est un petit peu long, mais ça se fait bien, je trouve que c'est assez reposant, c'est très mécanique, vous n'avez pas vraiment besoin d'y réfléchir, et vous pouvez pas vous tromper si vous faites un trou, de toute façon c'est une ruine, donc ça ira très bien. Voilà, donc je trouve que c'est une activité qui est très reposante, vous pouvez vraiment faire ça en discutant, en regardant un film ou quoi, voilà, ça n'a pas trop d'impact ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, c'est quelque chose presque de l'ordre de la méditation, je trouve. Bon là on a bien avancé sur le décor, maintenant on va texturer. Donc je vais prendre de l'enduit de lissage, voilà pareil, magasin de bricolage. On va prendre un gros pinceau qui risque pas grand chose, un vieux pinceau. Et on va venir appliquer en fait cet enduit de lissage sur tout le carton plume.
là, voilà, c'est un pinceau broche, je viens mettre une masse d'enduit de lissage, et je vais le tirer, le tapoter et tout. Comme en fait l'enduit de lissage va vraiment garder de l'empreinte du pinceau, c'est le moment où on peut s'amuser sur la texture. Je vais commencer par le tirer pour l'étaler, et ensuite je vais venir comment dire, faire des tapoter comme ça avec mon pinceau, pour donner un peu une texture de crépi, comme ça, une texture un peu usée. Je vais venir le faire aussi entre les colombages. Alors faites bien attention à ne pas recouvrir vos colombages. Si vous recouvrez, vous passez le doigt comme ça pour enlever, ça salit les doigts, mais c'est pas grave. Et vous venez bien donner de la texture en tapotant comme ça. Et voilà. Si vous en mettez pas partout, c'est pas grave en fait. Justement, que vous êtes en train de créer une texture, il peut y avoir des petites zones un peu lisses qui ont été oubliées. C'est pas très très grave. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai sous-couché en noir avec du gesso. Donc c'est une peinture pour tableau normalement, qui est assez solide, donc qui est très bien pour faire les couches, les premières couches, les enduits. Voilà. Donc là, j'ai passé au gesso tout simplement parce que le polystyrène contenu dans votre carton plume et le d'éperon qui est le premier étage craignent mortellement la bombe. Donc ne sous-couchez surtout pas des décors faits comme ça à la bombe de peinture. En fait, il y a un solvant dans la bombe qui va faire fondre ce polystyrène. Donc là, c'est tout sous-couché au pinceau, avec un gros pinceau du gesso. Le gesso, ça se dilue à l'eau, c'est très facile d'utilisation, et c'est vraiment super chouette. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je suis très satisfait de la gueule de ce bâtiment. Alors on peut voir les éléments, effectivement, comme je disais, au niveau des fenêtres, le fait qu'il y a un colombage qui parte verticalement comme ça d'une fenêtre, alors que la fenêtre est effondrée. Ça donne un petit peu de dynamisme, ça va donner une ligne de force comme ça vers le haut. Tout ce qui est poutrelle en bois, effectivement, n'est pas forcément effondré au même endroit que le mur. Ça va dépasser, ça va continuer un peu plus droit, comme si c'était un peu plus solide, comme si le mur s'était effondré sur lui-même. Rajouter des petits morceaux de planche par-dessus le plancher, des tuiles tombées, rajouter des poutres au sol, etc. Ça donne du dynamisme à la pièce. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Le prochain tuto, ça va être la peinture de ce bâtiment. Donc on va traiter la pierre, le sol, le bois et une peinture usée. En attendant, on se retrouve sur les réseaux, que ce soit sur la page Facebook de Grégoric, ou bien on peut se retrouver sur le site dupainetdesjeux.fr, pain comme peinture évidemment, P-E-I-N-T, hein, pas le pain qu'on mange. Et on se retrouve tous les lundis en live chez Dupin et des Jeux, évidemment, et régulièrement sur la chaîne Grégoric, que ce soit pour des tutos ou pour des vidéos de fluff, d'historique, ou peu importe comment vous appelez ça. Et si vous avez envie de filer un coup de main à la chaîne, il y a évidemment mon Tipeee, mais si vous ne pouvez pas participer, ce n'est pas grave, partagez la chaîne, partagez les vidéos, c'est comme ça qu'on la fait vivre. Merci tout le monde et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.